L'Amérique commençait à s'agiter. Personne n'aurait cru que la France était un pays comme celui-ci. Après le retour de 3000 employés de Johnson, un événement incroyable se produisit. À peine leur voyage de 6 jours terminé, une file de personnes s'est formée pour demander des congés à l'entreprise, désireuse d'y retourner. La situation est devenue incontrôlable lorsque leurs publications sur les réseaux sociaux concernant leur voyage en France se sont répandues dans tout le pays. Tous les vols pour la France furent complets en un instant. Les compagnies aériennes ont dû ajouter des vols d'urgence, et l'affaire a même commencé à faire la une des journaux de CNN. Qu'avait-il donc vécu en France? Comment une femme aussi pragmatique, indifférente au cinéma français et à la haute couture, est-elle devenue une fervente admiratrice de la France? Suivons ensemble le récit de cet étonnant voyage de transformation. Le vent glacial de la climatisation caressait ma nuque dans le grand auditorium du 15e étage du siège social dans le New Jersey. C'était un vendredi après-midi et 3000 employés fixaient la scène en retenant leur souffle. La réunion générale durait déjà depuis 40 minutes, mais aujourd'hui, personne ne s'ennuyait. L'annonce de la prime annuelle restait à venir. Je suis Claire Hartfield, directrice de la planification stratégique mondiale chez Johnson & Johnson, 35 ans, originaire de Boston. Une personne qui croit plus aux chiffres qu'aux émotions, plus aux résultats qu'aux gens. C'était ma force et mon arme. Le vice-président monta sur scène. Il leva lentement la télécommande qu'il tenait à la main. Une phrase apparut sur l'écran géant. Voyage de prime 2025, Paris, France. Un silence de mort, puis une explosion de joie. À côté de moi, Amélie cria en joignant les mains. « C'est pas vrai, c'est incroyable !» Derrière, quelqu'un se mit à applaudir. Devant, des gens sortaient leur téléphone pour prendre des photos. L'auditorium tout entier se transforma en une atmosphère de fête. Mais moi, je pinçais les lèvres. Paris, qu'est-ce qu'il y a dans ce pays à part la tour Eiffel et des clichés? J'espérais Hawaï, ou même Florence. Mais la France, à part le vin, le fromage et les sentiments, qu'y a-t-il d'autre? Claire, tu ne te réjouis pas? Amélie me secoua le bras. Elle a 30 ans, originaire de San Francisco. Elle s'occupe du contenu pour le centre de soutien infirmier. Toujours souriante, toujours positive, elle connecte les gens. Je secouais la tête. Me réjouir? Je ne sais pas trop. C'est un endroit magnifique. J'ai vu tous les films de la nouvelle vague. Je suis complètement fan. Le mot cinéma résonna à mes oreilles. Je ne regarde pas de films. C'est une perte de temps. De derrière, une voix sarcastique se fit entendre. Super. Ce n'est pas une prime, c'est une mission caritative. C'était Jack Coleman, 42 ans, directeur du marketing. Originaire du Texas, nationaliste, obsédé par l'efficacité. Il regardait l'écran, les bras croisés. En France, tout est exagéré. La mode, la gastronomie, le cinéma, c'est juste du tape à l'œil. Quelques personnes rirent aux paroles de Jack. Je ne ris pas, mais je ne le contredis pas non plus. C'est alors qu'une voix neutre se fit entendre sur le côté. Le taux de criminalité semble bas, et leur réseau de transport à grande vitesse est le premier au monde. Richard, 38 ans, du service d'inspection qualité. Ancien inspecteur de la FDA, originaire de Seattle. Il montre rarement ses émotions et griffonne toujours quelque chose dans un carnet noir. Il dit cela d'un ton monocorde en regardant son téléphone. Paris est la ville avec le réseau de transport en commun le plus dense. Ça ne la rend pas intéressante pour autant, répliquai-je. Richard ne répondit rien. Il se contenta de faire défiler l'écran de son téléphone. La réunion terminée, je sortis dans le couloir. Amélie me suivit en attendant l'ascenseur. « Claire, honnêtement, qu'est-ce que tu en penses ?»« De quoi ?»« Du voyage en France. » J'appuyais sur le bouton. Je n'ai aucune attente. « Pourquoi ?» Les attentes sont un risque. Elles finissent souvent en déception. Amélie rit. « Moi, j'ai hâte. Je pense que ça va être génial. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. En entrant, je lançai. Les attentes, c'est un truc d'influenceur. Les portes se refermèrent. Mon visage dans le miroir était toujours aussi impassible. Le soir, j'appelais mon petit ami David. « Allô, David, c'est moi. »
Ah, Claire. Alors, la destination pour le voyage de prime, c'est Paris. Un court silence, puis il rit. La France, hein? Je n'y aurais pas pensé. Mais il paraît que leur technologie et leur urbanisme sont très en vogue en ce moment. En vogue, qu'est-ce qu'il y a à part les musées? Non, sérieusement. Leur système de santé, la sécurité publique. De ce que j'ai entendu, c'est assez avancé. Je regardais par la fenêtre. Le ciel de la Californie était calme, comme toujours. Les attentes sont un risque, David. Je ne fais pas ça. Mais si tu y vas, tu pourrais changer d'avis, non? Je raccrochais et m'assis sur le canapé. Sur la table, les documents de voyage étaient posés, passeport, formulaire d'entrée, itinéraire. J'ouvris l'itinéraire. Jour 1, arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle, installation à l'hôtel. Jour 2, croisière sur la Seine et dîner de bienvenue. Jour 3, visite de Notre-Dame et du quartier du Marais. Jour 4, visite du pôle d'affaires de la Défense et d'un cluster de biotechnologie. Jour 5, soirée de gala à l'Opéra Garnier. Jour 6, retour. Le plan était parfait, mais mon cœur restait lourd. Est-ce vraiment une récompense? Le lendemain matin, le bureau était en effervescence. Les conversations de groupe explosaient. Sondage, pique-nique au Champ de Mars versus balade à Montmartre. Je partage une playlist de chansons d'Édith Piaf. J'ai compilé une liste des meilleures boulangeries de Paris. Amélie partageait des scènes de films français. On va visiter les lieux de tournage, les vrais. Je fis défiler l'écran en buvant mon café. Jack écrivit dans le chat « Sérieusement, qui pense que c'est une récompense ?» Plusieurs commentaires suivirent. « Moi, j'ai hâte. Moi aussi, ça m'intrigue beaucoup. Jack, ne sois pas si négatif. » Jack répondit « Je ne suis pas négatif. Je suis réaliste. Comparé aux États-Unis, ils sont encore loin derrière. » Je fermai la fenêtre de discussion. Richard s'approcha de moi et ouvrit son carnet. « Claire, regarde ça. » Il me montra des notes manuscrites. Paris, taux de ponctualité des transports en commun de 90%. Étalors. C'est intéressant, leur système est très structuré. J'hochai la tête. Ce n'est pas parce que c'est structuré que c'est amusant. Richard ne dit rien et referma son carnet. Puis il murmura, comme pour lui-même. Il y a peu, être des choses plus importantes que l'amusement. La veille du départ, allongé dans mon lit, je fixais le plafond. Ma valise était déjà prête. Passeport, chargeur, trousse de toilette et même ma tablette pour le travail. Mais mon cœur était toujours aussi lourd. Dois-je vraiment y aller? Est-ce que ça a un sens? Mon téléphone vibra. Un message d'Amélie. « Claire, à demain à l'aéroport. J'ai tellement hâte. » Je ne répondis pas. J'éteignis l'écran et fermai les yeux. À ce moment-là, j'ignorais que ce voyage allait complètement changer ma vie. Aéroport international de Los Angeles, 5 heures du matin. Sous un ciel encore sombre, des centaines de personnes étaient déjà rassemblées devant l'entrée de l'aéroport. Une rangée de valises estampillées du logo de Johnson. Johnson s'étendait à perte de vue. 3000 employés formaient une longue file devant les comptoirs d'enregistrement. Je tirai ma valise et entrai dans le terminal. Au bout du hall, je vis un panneau d'affichage électronique. Johnson & Johnson, 3000 passagers, vol charté à destination de Paris, porte 15. Un vol charté? Je compris à quel point l'entreprise avait investi dans ce voyage. « Claire !» Amélie accourut vers moi en agitant la main. Elle tirait une valise rose, un grand sourire aux lèvres. « Ça y est, ça commence !»« Oui, ça commence !» répondis-je d'un ton toujours aussi neutre. Nous avons passé l'enregistrement et nous nous sommes dirigés vers la porte d'embarquement. En marchant dans le couloir, nous avons croisé Jack. « Pfff, je suis déjà fatigué », se plaignit-il en sirotant son café. « 12 heures de vol, quelle récompense !»« Mais vous y allez quand même », dit Amélie en riant. Jack ricana. « C'est facile pour toi, t'es une fan de cinéma français. J'adore la nouvelle vague, c'est vrai. Mais la France, ce n'est pas que ça. Et c'est quoi d'autre alors ?» Amélie réfléchit un instant avant de répondre. « Les gens, il y a des gens chaleureux. » Jack renifla. « La chaleur, ça fait tourner l'économie, peut-être ?» Je ne dis rien, mais au fond de moi, j'étais un peu d'accord avec lui. Arrivé à la porte d'embarquement,
J'aperçus Richard. Il se tenait près d'une fenêtre, observant le tarmac. Son carnet noir était, comme toujours, entre ses mains. « Richard, que notez-vous » demandai-je. Il répondit sans se retourner. « Des observations. Qu'est-ce que vous observez ?» Toutes. Je n'insistais pas. Richard était comme ça. L'heure de l'embarquement arriva. En posant le pied dans l'avion, je m'arrêtai un instant. Sur chaque siège, un petit cadeau était posé. Un foulard en soie de style français, une petite bouteille de champagne et une tablette. Amélie s'exclama « Non, mais regardez-moi ce kit de bienvenue !» Je m'assis et pris le foulard. Il était orné d'un magnifique motif inspiré de l'art nouveau. J'allumai la tablette. Un système de traduction automatique était installé. Français, anglais, chinois. Un service personnalisé, murmura Richard, comme pour lui-même. Il écrivait quelque chose dans son carnet. L'avion décolla. Par le hublot, Los Angeles s'éloignait peu à peu. Environ 2 heures plus tard, le repas fut servi. Bœuf bourguignon, gratin dauphinois, une sélection de fromages et un petit dessert. Amélie commença à manger avec enthousiasme. « C'est délicieux !» Jack, piquant son bœuf avec une fourchette, grommela. « Bof, juste de la viande en sauce. »« Yi, c'est du bœuf bourguignon » répondit Amélie en souriant. Je goûtai une bouchée. Ce n'était pas si mal. Le goût riche du vin et la tendreté de la viande se mariaient bien, mais je ne voulais pas l'admettre. Environ 5 heures plus tard, une agitation soudaine parcourut la cabine. Quelqu'un s'était évanoui à l'avant. « Quelqu'un s'est effondré !» cria un passager. Je levai les yeux. Un homme d'âge mûr avait glissé de son siège. Son visage était pâle. À cet instant, une hôtesse de l'air française s'approcha rapidement. Avec un calme olympien, elle allongea l'homme et vérifia son pouls. Simultanément, une autre hôtesse fit une annonce. « Y a-t-il un médecin ou une infirmière parmi les passagers? Votre aide serait la bienvenue. » Amélie se leva d'un bond. « Je suis infirmière. » Elle se précipita vers l'avant. De mon siège, j'observais la scène. L'hôtesse et Amélie collaboraient pour les premiers soins. Masque à oxygène, vérification du pouls, prise de température. Leurs mouvements étaient précis, comme une équipe bien entraînée. 10 minutes plus tard, l'homme évanoui ouvrit lentement les yeux. Des applaudissements éclatèrent dans la cabine. L'hôtesse fit une annonce. « L'état du passager est stable. Nous vous remercions de votre patience. » Amélie retourna à sa place. Des perles de sueur couvraient son front. « Ça va ?» demandai-je. « Oui, heureusement, ce n'était rien de grave. » Le personnel de bord était incroyablement calme. « C'est vrai, ils sont vraiment bien formés, » j'acquiesça. À cet instant, un petit changement s'opéra en moi. Des gens formés, une réaction précise, un professionnalisme inébranlable. L'image de l'hôtesse française resta gravée dans mon esprit. Alors que l'avion survolait l'Atlantique, je regardais par le hublot et réfléchis. Être que je ne connaissais rien de la France. Être que j'avais des préjugés, mais je ne voulais pas l'admettre. Alors que l'avion approchait de l'aéroport Charles de Gaulle, la voix du commandant de bord se fit entendre. « Nous allons bientôt atterrir à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Il est 6 heures, heure locale. » Je regardais en bas. La silhouette de Paris commençait à se dessiner. Des bâtiments s'étendaient à l'infini. La Seine serpentait à travers la ville. Amélie, le visage collé au hublot, s'écria « Regarde, là, c'est Paris. » Hein? Jack, les bras croisés, marmonna « Que des immeubles. » Richard écrivait silencieusement dans son carnet « Skyline de Paris, densité organisée, moderne. » L'avion atterrit. Au moment où les pneus touchèrent la piste, mon cœur se mit à battre plus fort. Nous étions enfin arrivés. Mais j'ignorais encore que ce pays allait bouleverser toutes mes certitudes. Aéroport Paris-Charles de Gaulle. Dès que les portes de l'avion s'ouvrirent, un air frais caressa mon visage. En marchant dans la passerelle, je sentis mes pas résonner lourdement. Le sol était en marbre, propre, lisse, parfaitement entretenu. Je levai les yeux. Des plafonds hauts, un éclairage doux, une musique classique discrète flottait dans l'air. « Waouh !» Amélie regardait autour d'elle, bouche bée. On se croirait dans le futur. J'étais également surprise. Je n'avais jamais vu un aéroport comme celui-ci.
Une structure géante de verre et d'acier, on aurait dit l'intérieur d'un vaisseau spatial. En direction du contrôle des passeports, je vise un petit robot. Un robot blanc d'environ 1,50 m, roulant lentement vers nous. « Bonjour, bienvenue à l'aéroport Charles de Gaulle », dit le robot. La prononciation anglaise était parfaite. « Où souhaitez-vous vous rendre ?» Amélie recula, surprise. « Un robot qui parle !» Jack ricana. « On a ça aussi aux États-Unis. Rien d'exceptionnel. » Haïdu, mais je savais que ce n'était pas vrai. Il n'y avait pas de robot comme ça dans les aéroports américains. Nous sommes arrivés au contrôle des passeports. Des portiques automatiques paraphes étaient alignés. Je scannais mon passeport. Mes informations s'affichèrent instantanément. « Veuillez scanner votre empreinte digitale », indiqua une voix. Je posai mon doigt sur la machine. Bip. « Bienvenue, Madame Hartfield ». Les portes s'ouvrirent automatiquement. « Waouh !» entendis-je Amélie s'exclamer derrière moi. En sortant dans le hall d'arrivée, je m'arrêtai de nouveau. L'aéroport était rempli de touristes étrangers, des familles européennes, des couples d'Asie du Sud-Est, des hommes d'affaires du Moyen-Orient. On aurait dit une assemblée générale de l'ONU. La France est un pays si international que ça, pensai-je. Je passai devant le bureau d'information de l'aéroport. Un employé expliquait, dans un anglais parfait, à des touristes européens. Pour aller à Saint-Germain-des-Prés, le RER prend environ 45 minutes. Vous trouverez facilement avec ce plan. Merci beaucoup. Je ne pensais pas que les Français étaient si serviables, répondit le touriste en souriant. En observant la scène, je me dis, peut-être que j'avais des préjugés. Dans le bus pour l'hôtel, je regardais le paysage par la fenêtre. L'autoroute menant de Roissy à Paris était bordée de bâtiments modernes. La vue de nuit était magnifique. Un spectacle de lumière créé par les néons et les éclairages LED. On aurait dit une scène de film. C'est vraiment ça, la France? Jack, le visage collé à la fenêtre, murmura. C'est bien plus développé que je ne le pensais. Amélie dit en riant. Je vous l'avais bien dit, la France est un pays incroyable. 1 heure plus tard, nous sommes arrivés au Plaza Athénée. En entrant dans l'hôtel, un lustre spectaculaire attira mon regard. Le sol, en marbre, les hauts plafonds et les compositions florales partout. La taille du lobby était à elle seule impressionnante. « Bienvenue », dit un employé en uniforme, s'inclinant profondément. Sa posture élégante et son apparence impeccable m'ont laissé sans voix. Je fis la queue à la réception. Dans un coin du lobby, il y avait un bar à champagne moderne, et de l'autre, un salon de thé classique. La tradition et la modernité cohabitaient en parfaite harmonie. « Dis donc, cet hôtel est sublime, non ?» me chuchota Amélie. « Oui, c'est bien mieux que ce que j'imaginais. » Ce fut mon tour, l'employé dit avec un sourire. « Madame Hartfield, nous vous accompagnons à votre chambre au 15e étage. » Dans l'ascenseur, une musique classique jouait doucement. Les boutons étaient indiqués en français et en anglais. « Leur service est de classe mondiale », dit Jack, impressionné. Enfin, j'arrivai dans ma chambre. En ouvrant la porte, je fus surprise. Une corbeille de fruits et une sélection de pâtisseries françaises étaient délicatement préparées. Une petite carte était posée à côté. Je la pris. « Nous souhaitons la plus cordiale des bienvenues à tous les membres de Johnson & Johnson. Puissiez-vous créer des souvenirs inoubliables en France. » C'était écrit en français et en anglais. Mon cœur se réchauffa. Depuis quand n'avais-je pas reçu une attention aussi délicate? J'ouvris la fenêtre et regardai dehors. La vue nocturne de Paris s'étendait sous mes yeux. La Seine serpentait à travers la ville. De part et d'autre du fleuve, des lumières scintillantes s'étendaient à perte de vue. Des bâtiments historiques et modernes se dressaient vers le ciel nocturne. « C'est vraiment magnifique », me surpris-je à dire. Je ne m'attendais pas du tout à une telle vue. Je pris une douche et m'allongeai sur le lit. Je repensais à la journée, les installations de pointe de Charles de Gaulle, le personnel aimable et cet hôtel incroyable. Tout dépassait mes attentes. J'envoyai un message à David. « Je suis arrivé en France. C'est un endroit vraiment magnifique, bien plus que je ne l'imaginais. » Il répondit aussitôt. « Vraiment, envoie-moi des photos. » Je pris une photo de la vue nocturne et la lui envoyai. La réponse de David ne se fit pas attendre. « Waouh, c'est incroyable. Ça me donne envie d'aller en France aussi. » Je souris en lisant son message. Moi qui,
quelques jours plus tôt, me plaignait de ce voyage, j'étais maintenant en train de tomber sous le charme de ce pays. Mais alors que j'étais allongé, fixant le plafond, une autre pensée me vint. Attends, et si tout ça avait été spécialement préparé par l'entreprise? Nous sommes un groupe de 3000 personnes. Peut être que le gouvernement français ou l'Office du tourisme nous accorde un traitement spécial. L'hôtel, je dois l'admettre, est exceptionnel. Tout en me disant cela, un doute persistait. Ce traitement de faveur peut être dû à notre grand groupe, et ce n'est pas le vrai visage de la France. Est-ce que je verrai la vraie France à partir de demain? Me demandai-je en fermant les yeux. Cette première impression spectaculaire est-elle le vrai visage de la France, ou est-ce simplement un décor somptueux préparé spécialement pour nous? Le programme qui commençait demain me donnerait la réponse. Le lendemain matin, 6 heures, le réveil sonna. Je me levai et regardai par la fenêtre. Le jour se levait sur Paris. L'air matinal était frais. Je descendis à la salle du petit déjeuner. Amélie était déjà assise. « Claire, bien dormi ?»« Oui, ça va. » Je me tins devant le buffet. Des plats français et américains étaient harmonieusement disposés. Croissants, pains au chocolat, œufs brouillés, mais aussi des céréales, des fruits. Je me servis un peu de tout. « Ce croissant est absolument divin », dit Amélie en le dégustant. Je pris une bouchée. La saveur chaude et beurrée emplit ma bouche. « C'est délicieux », avouai-je. C'était une réaction sincère. Après le petit déjeuner, nous descendîmes dans le hall. Un guide nous attendait. « Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous commençons notre visite de Paris. » C'était une jeune femme qui parlait un anglais parfait. Nous montâmes dans le bus. Jack, assis à l'arrière, marmonna. « Encore une visite touristique. Ça va être ennuyeux. » Richard était assis près de la fenêtre, son carnet ouvert. Il écrivait, comme toujours. Le bus démarra. En traversant les rues de Paris, je regardais par la fenêtre. Des rues propres, une circulation ordonnée, des espaces verts partout. « Paris est vraiment systémique ?» murmura Richard. « Systémique ?» demandai-je. « Oui, l'urbanisme est précis. La circulation, les espaces verts, l'agencement des bâtiments, tout est connecté de manière organique. Et c'est une bonne chose? Bien sûr, l'efficacité est maximisée. » J'acquiesçai. Le mot « efficacité » résonna en moi. Notre première destination était le quartier du Marais et la cathédrale Notre-Dame. En descendant du bus, je vis l'imposante façade en cours de restauration. « Voici Notre-Dame de Paris », expliqua le guide. Un symbole de la ville qui renaît de ses cendres. Amélie s'émerveilla. « Waouh, c'est immense !» Je levai les yeux. La silhouette majestueuse de la cathédrale se dressait vers le ciel. « C'est l'une des plus anciennes églises de Paris », dit le guide avec fierté. Sa construction a débuté en 1163. Richard nota quelque chose dans son carnet. Notre-Dame. Histoire 1163. Nous avons ensuite marché dans les ruelles du Marais. Je fus submergé. Des hôtels particuliers aux façades élégantes, des cours cachées, des places pleines de charme. Ces bâtiments ont été construits il y a plusieurs siècles, expliqua le guide. Ils sont assemblés sans un seul clou, uniquement avec des tenons et des mortaises. « Vraiment ?» demanda Amélie surprise. « Oui, c'est la sagesse de l'architecture traditionnelle française. » L'hangar. Je levai les yeux vers une façade. Les courbes des balcons en fer forgé étaient si élégantes. Je fus impressionné par l'ingéniosité des artisans qui avaient créé de tels chefs-d'œuvre. Nous sommes allés à un atelier de création de parfums. À l'intérieur, des flacons de toutes les couleurs étaient soigneusement alignés. « Oh, c'est magnifique !» s'exclama Amélie en prenant une fiole contenant une essence de rose. Au début, j'hésitais. Participer à une activité aussi française, cela me semblait gênant. « Claire, que penses-tu de cette essence de lavande ?» Ça tirait très bien. Amélie me tendit une fiole au liquide bleuté. L'arôme était si pur et raffiné. Pourquoi pas essayer? Mon cœur commençait à s'ouvrir. Après avoir mélangé mes propres essences, je sentis le parfum que j'avais créé. Je fus surprise. C'était une sensation complètement différente de celle de mes tailleurs habituels. La complexité du parfum créait une aura d'élégance qui me rendait méconnaissable à mes propres yeux.
Waouh, Claire, c'est magnifique, s'écria Amélie en applaudissant. Vraiment, ce n'est pas ridicule? Pas du tout, on dirait une Parisienne. Jack, en passant, ricana. Vous jouez à la princesse? Mais je m'en fichais. L'image que me renvoyait mon propre parfum était vraiment différente. Avec cette nouvelle fragrance, nous avons continué notre promenade dans le Marais. Nous avons traversé la place des Vosges, visité des galeries d'art. En portant mon propre parfum, j'avais l'impression de faire partie de la France. L'après-midi, nous nous sommes dirigés vers le musée du Louvre. Dès l'entrée, l'architecture à la fois moderne et grandiose de la pyramide m'a impressionné. La taille de ce musée est incroyable, s'émerveilla Richard en regardant le hall. Nous sommes entrés dans les salles d'exposition. Je fus de nouveau stupéfaite par la profondeur de l'histoire de France et de l'Europe. De l'Antiquité à l'époque napoléonienne, des milliers d'années d'histoire s'offraient à nous. Cette sculpture est si parfaite, dit Amélie, bouche bée devant la Vénus de Milo. Je fus également émerveillé par la finesse de l'œuvre. Croire qu'un tel niveau de maîtrise artistique existait il y a plus de 2000 ans était difficile. La France a une histoire si ancienne. Pensais-je. Jusqu'à présent, je ne la voyais que comme une puissance moderne, mais elle avait des racines culturelles si profondes. Dans la salle des peintures hollandaises, la surprise fut encore plus grande. Des tableaux vieux de plusieurs centaines d'années conservaient des couleurs si vives qu'on aurait dit qu'ils avaient été peints la veille. Ces œuvres datent vraiment de plusieurs siècles? Demanda Jack à un conservateur. Oui, tout à fait. C'est un témoignage précieux du génie artistique de l'âge d'or hollandais, répondit le conservateur avec fierté. En écoutant son explication, je sentis à nouveau la puissance de la culture européenne. C'est peu être cette tradition artistique qui a mené au cinéma et à la bande dessinée d'aujourd'hui. Dans la salle des arts décoratifs, les porcelaines de Sèvres étaient d'une beauté à couper le souffle. Leurs couleurs vives et leurs motifs délicats étaient indescriptibles. Une telle maîtrise de la céramique, c'est incroyable, s'exclama Amélie. Richard nota dans son carnet. Porcelaine française, couleurs uniques, techniques raffinées. En sortant du musée, je me dis, la France n'est pas seulement un pays moderne, c'est une nation avec une histoire et une culture riche et profonde. Je comprenais enfin. Ce n'est pas un hasard si la culture populaire actuelle est née d'un pays avec une telle histoire et de telles traditions. C'était comme si des milliers d'années d'ADN artistique accumulé s'épanouissaient aujourd'hui sous forme de contenu culturel. Le soir, dans le bus qui nous ramenait à l'hôtel, je regardais le paysage d'un œil nouveau. Je commençais à voir les traces de la tradition cachée parmi les bâtiments modernes. Claire, l'histoire de France, c'est intéressant, non? Me demanda Amélie. C'est un pays vraiment profond, bien plus que je ne l'imaginais. Je ne pus finir ma phrase. L'expression « plus que je ne l'imaginais » montrait à quel point j'étais pleine de préjugés, bien plus fascinant. Pour la première fois, c'était un compliment sincère. Je ne pouvais plus le nier et je ne voulais plus le nier. La France commençait à prendre une toute nouvelle forme dans mon esprit. Le soir, un dîner de gala était organisé à l'hôtel. En entrant dans la grande salle de bal, une autre surprise m'attendait. Des lustres en cristal, des décorations florales somptueuses. On aurait dit un bal royal. « Ce n'est pas juste un dîner, c'est un festival !» s'exclama Amélie. Sur chaque table, des plats de la gastronomie française étaient soigneusement présentés. Foie gras, coquilles Saint-Jacques, magret de canard et une variété de petits plats. « Ce foie gras est délicieux, si fondant !» dit Amélie, émerveillée. Je goûtai une bouchée avec appréhension, mais je fus vraiment surprise. La texture était soyeuse et la saveur riche. Goûte les huîtres aussi. Elles sont si fraîches et iodées, me conseilla Amélie. Au début, j'hésitais à manger des fruits de mer crus, mais en goûtant, je fus impressionné par leur fraîcheur et leur goût délicat. Pendant le repas, un spectacle de danse classique commença sur scène. Des danseurs en costumes magnifiques exécutèrent une danse gracieuse, et tout le monde les regardait, fasciné. « C'est si élégant, avoir une telle culture traditionnelle », murmura Richard, bouche bée. Ensuite, un groupe de jazz manouche moderne prit le relais. Une musique mélangeant jazz et pop fit vibrer toute la salle.
Les gens se levèrent pour applaudir et crier. « Cette musique est géniale, pleine d'énergie !» cria Amélie en se balançant au rythme. Moi aussi, sans m'en rendre compte, je me laissais emporter par la musique. Le souvenir de mon atelier de parfum me revint et mon corps se mit à bouger naturellement. Est-ce que je n'avais pas trop de préjugés sur la France ? Me demandai-je. Tout ce que j'avais vu jusqu'à présent dépassait mes attentes. Cette culture, cette passion et cet esprit d'hospitalité sont-ils vraiment uniques à la France ? Après le spectacle, un membre du personnel de l'hôtel s'approcha. « Demain, nous vous avons préparé un programme spécial pour découvrir l'avenir de la France. Nous espérons que vous l'apprécierez. » Well. En entendant ces mots, pour la première fois, j'eus hâte d'être à demain. La journée d'aujourd'hui avait déjà été pleine de surprises. Quelles expériences m'attendaient encore? « Claire, comment était ta journée ?» me demanda Amélie en s'approchant. Vraiment inattendue, dans le bon sens. Pour la première fois, je pus le dire honnêtement. Il n'y avait plus de raison de nier. Dans l'ascenseur qui me ramenait à ma chambre, je vis mon reflet dans le miroir. Un sourire s'était dessiné sur mon visage. J'avais l'impression d'avoir beaucoup ri aujourd'hui. Depuis quand n'avais-je pas éprouvé un plaisir aussi pur? Allongé sur mon lit, je repensais à la journée. Le parfum que j'avais créé, la délicieuse cuisine française, le magnifique spectacle, tout avait laissé une profonde impression. Paris me semblait différente de ce matin, plus chaleureuse, plus familière, et je compris. La France n'était pas un pays qui fonctionnait selon un plan. C'était un pays où le cœur agissait avant la raison. Le lendemain matin, en arrivant à l'entrée de la Défense, j'eus l'impression d'entrer dans un film de science-fiction. Sur des routes parfaitement aménagées, une navette autonome s'approcha silencieusement. Il n'y avait pas de chauffeur à l'avant. « C'est vraiment un bus sans conducteur !» s'exclama Richard, les yeux ronds. Les portes du bus s'ouvrirent automatiquement. Nous sommes montés avec une certaine appréhension. « Bienvenue à bord de la visite de la Smart City de la Défense », annonça une douce voix féminine. Le paysage par la fenêtre était vraiment celui d'une ville du futur. Tous les bâtiments étaient construits avec des matériaux écologiques et des panneaux solaires et des éoliennes urbaines étaient visibles. « Tout ce quartier est alimenté par des énergies renouvelables », expliqua le guide. « Vraiment, tout le quartier ?» demanda Amélie surprise. « Oui, et ce n'est pas tout. Tous les déchets sont traités par un système de collecte souterrain automatisé. La ville entière fonctionne comme un seul organisme. » Je regardais par la fenêtre, émerveillé. Il n'y avait ni poubelle, ni camion poubelle dans les rues. Tout était propre et systématisé. En passant devant le siège d'une grande entreprise pharmaceutique, je fus impressionné par sa taille. « Une grande partie des vaccins mondiaux est produite dans ce bâtiment », dit le guide. « Une grande partie ?» demanda Amélie, incrédule. « Oui. En particulier, une grande partie des vaccins contre le Covid a été fabriquée ici. » À cet instant, mon cœur se serra. Pendant que le monde entier souffrait de la pandémie, la France jouait un rôle crucial. Soudain, un sentiment de respect pour ce pays m'envahit. À l'heure du déjeuner, en arrivant dans un restaurant gastronomique étoilé, une autre surprise nous attendait. Non seulement le restaurant avait été entièrement privatisé pour nous, mais le spectacle dans la cuisine ouverte était grandiose. Les chefs, en uniforme blanc, se déplaçaient avec une grâce de ballet. Le son des couteaux marquait un rythme régulier et les flammes qui s'élevaient des poêles ressemblaient à une œuvre d'art. Bienvenue. Aujourd'hui, nous vous avons spécialement préparé le meilleur de la cuisine française, nous accueillit le chef, portant le col tricolore de meilleur ouvrier de France. « Waouh, c'est une véritable œuvre d'art !» s'exclama Amélie en voyant les plats. C'était vrai. Chaque assiette était un tableau de couleurs, de formes et de saveurs. Ce plat a nécessité plus de 30 heures de préparation avec des produits locaux d'exception. C'est une qualité que vous ne trouverez nulle part ailleurs dans le monde, expliqua le chef avec une fierté palpable. Rien que d'observer la préparation était un plaisir pour les yeux. Le chef travaillait avec une précision chirurgicale, mesurant les températures et les temps de cuisson avec un chronomètre. L'esprit artisanal et le professionnalisme des chefs français étaient vraiment impressionnants. Finalement, lorsque je goûtais une bouchée du plat servi, je fus littéralement choqué. Les saveurs explosaient en bouche, stimulant mes papilles.
Je n'avais jamais connu une telle complexité et une telle profondeur de goût. C'est la première fois que je vis une telle expérience culinaire, dit Richard, les yeux fermés pour mieux savourer. Même aux États-Unis, on ne trouve pas facilement cette qualité, acquiesça Jack. Venant de lui, qui vantait toujours les steakhouse américains, c'était vraiment surprenant. Le chef s'approcha pour expliquer plus en détail le processus de création. La complexité de nos saveurs est le résultat d'un terroir unique et d'un savoir-faire ancestral. C'est une fierté nationale que d'autres pays ne peuvent reproduire. Je pouvais sentir la fierté pour l'agriculture et la gastronomie française dans ses paroles. Et je comprenais cette fierté. Un tel niveau de cuisine méritait d'être célébré. Les accompagnements servis avec le plat principal étaient également des œuvres d'art. Les couleurs, les formes, les saveurs, tout était parfait. Même ce petit légume est spécial, dit Amélie en le croquant. C'est un légume ancien que nous avons fait renaître grâce à une recette spéciale de notre restaurant, expliqua le chef. Je fus de nouveau surprise. Mettre autant de soi-même dans un légume. Le dévouement et la technique mis dans chaque plat français étaient vraiment incroyables. Je ne savais pas que la cuisine française était si délicate et sophistiquée, pensais-je. Jusqu'à présent, je la considérais simplement comme une cuisine européenne, mais elle avait en réalité une finesse et une profondeur qui n'avaient rien à envier aux autres grandes cuisines du monde. Le dessert, un soufflé au Grand Marnier, était également une révélation. L'harmonie entre la légèreté de la mousse et la saveur subtile de l'alcool était parfaite. Une telle harmonie de goût délicat, s'exclama Amélie. En quittant le restaurant, je repensais à la journée. Entre la technologie de pointe de la défense et la quintessence de la tradition culinaire, je réalisais à quel point la France était un pays aux multiples facettes et d'une grande profondeur. Technologie de pointe, gastronomie de classe mondiale. Je ne savais pas que la France était un tel pays. Dans le bus, je me parlais à moi-même en regardant par la fenêtre. Je ne pouvais plus sous-estimer la France. Au contraire, c'était un pays dont il y avait beaucoup à apprendre. « Claire, comment as-tu trouvé le repas ?» me demanda Amélie. C'était vraiment d'un autre niveau. Je n'aurais jamais imaginé une telle qualité. C'était sincère. Ma perception de la France changeait de jour en jour. Ce n'était plus seulement une destination de voyage, mais un pays que je commençais à respecter sincèrement. Sur le chemin du retour à l'hôtel, j'avais vraiment hâte d'être à demain. La France était un pays qui offrait chaque jour de nouvelles surprises. Et j'ignorais encore que le lendemain soir, le dernier mur de mes préjugés s'effondrerait complètement. Le lendemain après-midi, dans l'ascenseur qui montait au Sacré-Cœur, je regardais la vue de Paris qui s'étendait par le funiculaire. La ville entière était visible. La Seine au centre, les quartiers historiques et modernes harmonieusement disposés, avec des touches de verdure partout, montrant un urbanisme parfait. « Je n'ai jamais vu une conception urbaine comme celle-ci », murmura Richard, le visage collé à la vitre. « La nature et la ville coexistent en telle harmonie. » J'étais également ému. Aucune grande ville américaine ne pouvait se comparer à cette beauté et à cette organisation. Arrivé sur le parvis, le panorama à 360 degrés sur la ville était vraiment grandiose. « Regarde, là, bas, c'est le mur des je t'aime », dit Amélie en montrant une direction. Des centaines de je t'aime écrits dans toutes les langues. Les amoureux du monde entier viennent ici pour sceller leur amour. Mon cœur se réchauffa. Qu'un simple mur à Paris puisse avoir une telle signification pour des gens du monde entier, c'était vraiment spécial. Le soir, en arrivant pour une croisière sur la Seine, un tout autre monde s'offrait à nous. Les monuments parisiens, illuminés de lumière dorée, se reflétaient sur l'eau, créant une atmosphère féerique. « C'est encore mieux qu'un film », s'exclama Richard. Sur le bateau, un groupe de jazz jouait une musique passionnée. Un mélange exquis de jazz et de chansons françaises résonnait sur la scène. « Cette musique est magnifique !» cria Amélie en se balançant au rythme. Moi aussi, je me laissais emporter. Moi qui, quelques jours plus tôt, trouvais la musique française démodée, je trouvais maintenant son énergie et sa passion vraiment séduisantes. Au milieu de la croisière, la tour Eiffel se mit à scintiller.
Des milliers de lumières clignotaient sur le fleuve et le reflet sur l'eau était vraiment féerique. « Waouh !» s'écria tout le monde en chœur. Moi aussi, j'applaudissais et criais. Debout sur le pont, regardant la tour Eiffel, je réalisais soudain que tous ces moments avaient complètement changé mon cœur. Je ne savais pas que la France était un tel pays, me dis-je en regardant le paysage nocturne. Les lumières des immeubles sur l'autre rive scintillaient et l'éclairage des ponts créait une atmosphère magique. « Claire, comment as-tu trouvé le voyage en France ?» me demanda Richard en s'approchant. « Ça a complètement dépassé mes attentes. Je ne savais pas que c'était un pays comme ça. Plus besoin de le cacher. Mon opinion sur la France avait complètement changé. Moi aussi. Au début, je n'avais pas beaucoup d'attentes, mais maintenant, je n'ai plus envie de partir. » Je partageais entièrement le sentiment de Richard. Je ne voulais vraiment pas partir. C'était dommage de devoir quitter un si beau pays. La fête terminée, dans le bus qui nous ramenait à l'hôtel, je regardais le paysage nocturne de Paris, sans voix. Maintenant, cette ville me semblait complètement différente. Ce n'était plus un lieu étranger, mais presque comme une deuxième maison. 22 heures. En traversant le hall de l'hôtel, le concierge nous interpella. « Mesdames, messieurs, un instant s'il vous plaît. » Un jeune homme s'approcha avec un grand sourire. « Vous partez demain, n'est-ce pas? Pour votre dernière soirée, si vous avez le temps, pourquoi ne pas vous promener dans les environs de l'hôtel ?»« Quoi? Une promenade? La nuit ?» demandai-je, surprise. L'idée même de se promener dehors la nuit était choquante. « Ce n'est pas dangereux ?» demanda Amélie, inquiète. Le concierge secoua la tête en souriant. « Pas du tout. Les nuits parisiennes sont magnifiques. Essayez, vous sentirez une vraie liberté. »« Très mignon. Vous êtes sûr? Des femmes seules qui se promènent la nuit ?» demanda Amélie, sceptique. « Absolument. Paris est l'une des villes les plus sûres du monde, surtout dans ce quartier. » Face à sa réponse pleine d'assurance, nous nous sommes regardés. La curiosité commençait à l'emporter sur la peur. « On essaie ?» proposai-je timidement. « Vraiment ? Claire, que tu proposes ça ?» dit Amélie en riant, surprise. Finalement, nous sommes sortis de l'hôtel en tenue décontractée. Au fond de moi, j'étais encore inquiète. Est-ce vraiment sûr? Et s'il nous arrivait quelque chose? Dès que nous avons franchi la porte de l'hôtel, la douce lumière des lampadaires nous a accueillis. Les trottoirs bien entretenus et les petites places étaient magnifiques, même la nuit. « Waouh, c'est vraiment joli !» s'exclama Amélie sous un lampadaire. En marchant, nous avons vu une scène incroyable. Une femme en tenue de sport courait seule. Elle avait des écouteurs et semblait complètement à l'aise. « Regardez, une femme fait son jogging seule !» s'étonna Richard en la montrant du doigt. « C'est vrai, qu'il y ait des gens qui se promènent si librement la nuit. Je n'en revenais pas. C'était quelque chose d'absolument impensable aux États-Unis. » Un peu plus loin, un jeune couple poussait une poussette. Le bébé dormait paisiblement et les parents discutaient tendrement en marchant. « Incroyable! Ils promènent même leur bébé la nuit », chuchota Amélie, la main sur la bouche. Mon esprit était en pleine confusion. Je n'arrivais pas à croire que ce soit possible. Le simple fait de pouvoir se promener si librement la nuit était un choc. « C'est ça, la liberté ?» me surpris-je à penser. Jusqu'à présent, je pensais que la nuit, il fallait rester chez soi. Mais il existait des rues nocturnes si sûres et si paisibles. Après environ 15 minutes de marche, nous avons vu une boulangerie encore éclairée. « Regardez, ce magasin est ouvert », dit Richard, curieux. « Elle est ouverte 24 heures divisées par 24 ?» demanda Amélie. « Allons voir », proposa Jack. Nous sommes entrés. En ouvrant la porte, une lumière vive et l'odeur du pain chaud nous ont accueillis. « Bonsoir », nous salua une jeune employée avec un grand sourire. Il était plus de 23 heures, mais elle ne semblait pas du tout fatiguée. En regardant à l'intérieur, un monde incroyable s'offrait à nous. Des croissants, des sandwichs, des pâtisseries, des boissons, il y avait de tout. C'est incroyable. Autant de choix dans une boulangerie à cette heure, s'émerveilla Richard. « Vous êtes étranger ?» demanda l'employé, aimablement. « Je peux vous recommander quelque chose ? Ce croissant tout juste sorti du four est délicieux. C'est ce que les Parisiens préfèrent. » Curieuse, je pris un croissant. L'employé m'expliqua comment le déguster. Je pris une bouchée et fus stupéfaite.
Le feuilletage était parfait et le goût de beurre était divin. C'est délicieux. Une telle qualité dans une boulangerie de quartier, s'étonna Amélie en mangeant son pain au chocolat. En France, la culture des artisans est très développée. On peut manger de bonnes choses à toute heure, expliqua l'employé. En l'écoutant, je découvris un autre charme de la France. Cette commodité et cette accessibilité amélioraient tellement la qualité de vie des habitants. Nous avons acheté différentes choses et nous sommes assis à une petite table sur le trottoir. Il était plus de 23 heures, mais le quartier était animé et sûr. C'est incroyable. Pouvoir être assis ici, si détendu, à cette heure, dit Amélie en sirotant son chocolat chaud. Pour les Français, c'est normal, dit Richard en hochant la tête, admiratif. Nous avons passé une demi-heure à la boulangerie, vivant pleinement la culture nocturne française. Une atmosphère sûre, pratique et surtout libre. Sur le chemin du retour, je sombrais dans une profonde réflexion. Tous les préjugés que j'avais s'effondraient un par un. La France est un pays si sûr et si pratique. Le dernier mur dans mon cœur est en train de tomber, pensais-je. Il n'y avait plus aucune raison de douter de la France. Arrivés dans le hall de l'hôtel, nous avons salué le concierge qui nous avait conseillé. Merci beaucoup, c'était une promenade inoubliable, je le remerciais sincèrement. Le vrai charme de la France se révèle la nuit. Je suis ravi que vous ayez apprécié, répondit-il en souriant. En quittant mes collègues dans l'ascenseur pour retourner dans ma chambre, j'avais l'impression d'être une personne complètement différente. Toutes mes idées préconçues sur la France avaient disparu. J'ouvris la fenêtre et regardai la vue nocturne. Dans la rue, des gens se promenaient toujours librement et les lumières des cafés brillaient, comme on doit être heureux de vivre dans un tel pays. Pour la première fois, je pensais cela. La France n'était plus seulement une destination de voyage, mais un pays où j'avais vraiment envie de vivre. Allongé sur mon lit, je repensais à cette soirée. La femme qui faisait du jogging, la famille qui se promenait, l'aimable employé de la boulangerie et les rues nocturnes sûres, tout était complètement différent de ce que j'avais imaginé. Demain, c'est vraiment le dernier jour. Soudain, l'idée de quitter la France me devint très pénible. Juste au moment où je commençais à connaître la vraie France, je devais déjà partir. Je reviendrai, c'est sûr, me promis-je. Ce voyage ne devait pas être une fin, mais un nouveau départ. Je n'aurais jamais pensé que ma dernière nuit en France serait si spéciale. C'est dans le quotidien le plus ordinaire que j'ai trouvé la plus grande émotion, et je compris. La France n'était pas un pays qui fonctionnait selon un plan. C'était un pays qui avait simplement attendu que je sois prête à changer. Le lendemain matin, la réalité du dernier jour me serra le cœur. Dans le bus pour l'aéroport Charles de Gaulle, j'essayais de graver chaque détail du paysage dans ma mémoire. Chaque bâtiment, chaque rue qui défilait me semblait précieux. Je n'aurais jamais cru que 6 jours passeraient si vite, dit Amélie, appuyée contre la vitre. C'est vrai, c'était comme un rêve, approuvai-je. Arrivés à l'aéroport, en passant les formalités de départ, j'avais le cœur lourd. La réalité du départ m'envahissait. Finalement, l'heure de l'embarquement arriva. Alors que l'avion roulait sur le tarmac, je regardais par le hublot et vis les agents au sol nous faire signe de la main. « Regardez, ils nous disent au revoir !» cria Amélie en montrant la fenêtre. Tous les agents travaillant sur la piste nous faisaient signe. L'un d'eux s'inclina même profondément. « Incroyable! Une telle attention jusqu'au bout !» dit Richard, ému. Moi aussi, le visage collé au hublot, j'observais la scène. Les larmes commencèrent à monter. « Merci beaucoup !» criai-je instinctivement vers la fenêtre. L'avion décolla lentement. Alors que la terre de France s'éloignait sous mes pieds, une profonde émotion m'envahit. Montrer une telle attention et une telle sincérité jusqu'au dernier moment. Le cœur des Français est vraiment chaleureux. Je reviendrai, c'est promis, me dis-je. 3 semaines plus tard, à la cafétéria de l'entreprise à Los Angeles, tout le monde se mit soudain à regarder son téléphone. « Claire, tu as vu ça ?» Richard s'approcha avec son téléphone. Une alerte info de CNN s'affichait. 3000 touristes américains en France déclenchent un boom touristique national. Mon cœur se mit à battre la chamade. Le récit du voyage des employés de Johnson & Johnson, diffusé sur les réseaux sociaux,
a provoqué une augmentation fulgurante des réservations de voyage pour la France à travers les États-Unis. À l'écran, des photos que nous avions prises en France défilaient. « Incroyable, on est aux infos !» s'exclama Amélie. « Les vols pour la France sont complets. Les réservations pour les 6 prochains mois ont été remplies en une seule journée », déclara un employé d'une agence de voyage, surexcité. « Je n'aurais jamais cru que ça prendrait une telle ampleur », me dis-je en secouant la tête. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Amis, famille et même des anciens camarades de fac m'appelaient. Sur les réseaux sociaux, c'était la folie. Les photos que nous avions postées étaient partagées des dizaines de milliers de fois, avec des commentaires incessants. Le soir, je reçus un message de France. J'ai entendu dire que notre voyage fait grand bruit en Amérique. Merci beaucoup d'aimer la France. C'était un message de notre guide. Sa chaleur me toucha et les larmes me montèrent aux yeux. « C'est nous qui vous remercions », répondis-je. Et je compris une fois de plus. Tout cela avait commencé avec l'accueil sincère du peuple français. 6 mois plus tard, j'étais de nouveau à l'aéroport Charles de Gaulle avec David. « Au début, tu te plaignais et finalement, c'est toi qui m'as emmené ici », dit David en riant. En nous promenant dans les rues de Paris, je me remémorais chaque souvenir des 6 derniers mois. L'atelier de parfum, le restaurant gastronomique où nous avions si bien mangé et la boulangerie de notre dernière nuit. Chaque lieu était devenu un endroit précieux qui avait changé ma vie. Avoir découvert un pays comme la France, c'est la chance de ma vie, dis-je à David en regardant la vue nocturne depuis un pont sur la Seine. Maintenant je comprends pourquoi tu es tombée amoureuse de la France. Sa réponse me fit sourire. Au moment du décollage, les agents au sol nous firent à nouveau signe de la main. C'était exactement la même scène qu'il y a 6 mois, mais cette fois, la signification était complètement différente. « Merci, la France », me dis-je en fermant les yeux. La France ne m'a pas changé. Elle a simplement attendu que je sois prête à changer. Et c'était tout.